Journal de bord, tour historique, vol 72, retour vers la lumière. Je vous rappelle que mes récits sont purement fictifs et imaginés par rapport au vol en simulateur que j'ai réellement fait. Samedi 16 décembre 2023. Voilà plus d'un an que nous sommes partis de Nouvelle-Calédonie pour ce tour du monde. Nous étions arrivés par le centre de l'Amérique du Sud puis descendus jusqu'au continent antarctique et nous voilà à l'extrémité opposée sur la banquise de l'Arctique à 817 km du pôle Nord. Base militaire permanente établie sur le 82e parallèle, servant notamment à intercepter les communications russes, Alerte abrite depuis 1950 une station météo. Le 18 juillet 2019, le thermomètre a affiché 21 degrés, c'est un record absolu, on n'avait jamais vu ça. Nous ne pouvions quitter la base d'alerte au Canada sans partager avec vous un flashback marquant vécu quelques mois auparavant en plein jour. Nous avions pendant ce séjour installé un camp de glace et installé sur la banquise à 17 km de la base d'alerte au-dessus de 150 mètres d'eau. Vous pouvez noter que la glace ne se brise pas loin de notre camp et laisse apparaître la couleur foncée des eaux. On reste donc vigilant en regardant tous les matins l'évolution de la banquise grâce aux cartes satellites comme celle-ci. La banquise arctique est la couche de glace qui recouvre l'océan Arctique. Elle joue un rôle important dans la régulation du climat, la protection de la biodiversité et le mode de vie des populations locales. Or, la banquise arctique fond de plus en plus vite à cause du réchauffement climatique, qui est plus intense dans cette région du monde. La fonte de la banquise arctique s'accélère depuis les années 1980, à cause de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Ces gaz piègent la chaleur du soleil et réchauffent l'atmosphère et les océans. L'Arctique se réchauffe au moins 2 fois plus vite que le reste de la planète. Les températures ont augmenté de 2 à 3 degrés Celsius environ par rapport à la période pré-industrielle contre 1 degré Celsius pour l'ensemble de la planète. Ce réchauffement a des conséquences directes sur la superficie et l'épaisseur de la banquise arctique. Entre 1980 et 2019, la banquise a perdu 2 millions de kilomètres carrés de surface, soit environ 13% de sa surface chaque décennie. En septembre 2012, la banquise arctique a atteint son étendue minimale annuelle record de 3,39 millions de kilomètres carrés, la plus faible depuis le début des observations satellites en 1979. La glace la plus ancienne et la plus épaisse, qui persiste plus de 4 ans, a diminué de 96% entre 1988 et 2019, laissant place à une glace plus fine et plus fragile, qui fond plus facilement en été. Une étude publiée en 2020 soutient fortement l'hypothèse selon laquelle les étés en Arctique seront complètement dépourvus de glace d'ici 2035. La fonte de la banquise arctique a des conséquences importantes sur l'écosystème, la biodiversité, le climat et les populations humaines de la région. La banquise arctique abrite de nombreuses espèces animales, comme les ours polaires, les phoques, les morses, les renards arctiques, les baleines, les narvals, les oiseaux marins, etc. Ces espèces sont menacées par la réduction de leur habitat, la diminution de leurs ressources alimentaires, la concurrence d'autres espèces, la pollution, le braconnage, etc. La banquise arctique influence également le climat global, en réfléchissant une partie du rayonnement solaire vers l'espace et en limitant les échanges de chaleur entre l'océan et l'atmosphère. Sa fonte entraîne un cercle vicieux, moins de glace signifie moins de réflexion et plus d'absorption de la chaleur, ce qui réchauffe davantage l'océan et l'atmosphère, ce qui fait fondre encore plus la glace, etc. Ce phénomène, appelé « amplification arctique », contribue à accroître le réchauffement climatique et à modifier les courants océaniques et les régimes météorologiques.
banquise arctique affecte aussi les populations humaines qui vivent dans l'Arctique ou à proximité. Ces populations, principalement des peuples autochtones, dépendent de la banquise pour leur subsistance, leur culture, leur transport, leur sécurité, etc. La fonte de la banquise menace leur mode de vie traditionnel, leur santé, leur sécurité alimentaire, leur identité, etc. Elle ouvre également la voie à de nouveaux enjeux géopolitiques, comme l'exploitation des ressources naturelles, le développement du tourisme, la navigation commerciale, la souveraineté territoriale, etc. Il est donc urgent de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de préserver la banquise arctique. Des actions individuelles et collectives sont nécessaires pour réduire l'empreinte carbone, favoriser les énergies renouvelables, protéger la biodiversité, soutenir les populations locales, etc. La banquise arctique est un patrimoine commun de l'humanité, qui doit être sauvegardé pour les générations futures. Le froid mordant s'infiltre dans nos vêtements alors que nous nous préparons mentalement pour les longues heures de vol qui nous attendent. Notre destination finale, Québec, se trouve à 5237 km et 6h45 de vol. Les étapes intermédiaires s'étendent devant nous comme des étapes épuisantes. Un premier ravitaillement est prévu à l'aéroport de Shepherd Bay, Sus, à 1700 km, suivi de Churchill, SIC, à 1130 km, puis Manic 5, CMN5, à 1950 km. À ce stade, nous ferons une pause pour survoler un lac mystérieux, avant de poursuivre vers l'aéroport Alma, Sitf, de Québec, encore distant de 906 km, avec une escale à Alma, Sitf. Après 20 jours sur la banquise et la base d'alerte, nous savons qu'aujourd'hui nous repartirons pour un retour progressif vers le luminaire du jour. Aujourd'hui, de retour sur la piste d'alerte, il est 10h du matin. Il fait noir, glacial, et le thermomètre affiche impitoyablement moins 25 degrés Celsius. Nous gravissons les marches pour embarquer à bord de notre Dash 7, qui est revenu pour prendre notre relève. Les moteurs rugissent alors que nous mettons les gaz pour arracher ce gros coucou du sol. Alerte défile une dernière fois sous nos ailes, éclairée par ces lumières artificielles qui sont devenues nécessaires pour survivre dans ce désert glacial. Nous prenons de l'altitude, et le spectacle des nuées d'aurore boréale s'offre à nous. Le cœur pincé, je ne peux m'empêcher de penser à l'atmosphère ténébreuse qui règne ici. La banquise fond inexorablement, un témoignage muet des changements qui se déroulent depuis des années. Ces recherches nous ont ouvert les yeux sur la contribution majeure de la couche d'ozone fortement réduite dans cette partie du globe au phénomène du réchauffement climatique. Dans l'Arctique, l'accumulation de CO2 est alarmante, permettant au rayonnement solaire de pénétrer plus facilement. Les scientifiques ont tiré une conclusion inévitable, absorber entre 3 et 12 milliards de tonnes de CO2 chaque année d'ici 2050 est essentiel pour inverser cette tendance. Fort heureusement, la technologie actuelle nous permet de capturer directement le CO2 de l'air. Des usines, à l'instar de celles en Islande, nous offrent la capacité de récupérer près de 4000 tonnes de CO2 annuellement, lequel est ensuite injecté à plus de 1000 mètres sous terre dans de la roche fragmentée. Avec une précision remarquable, le CO2 ainsi injecté se transforme en roche au bout de 2 ans, garantissant un stockage permanent. Cette technologie avancée, déjà opérationnelle, doit être déployée massivement pour nous rapprocher rapidement de notre objectif vital. Pour minimiser considérablement les ravages infligés à notre planète, nous devons explorer toutes les stratégies à notre disposition. Un reboisement massif, couvrant jusqu'à 50% de nos territoires, pourrait stabiliser les températures à long terme. La réduction des émissions de gaz doit se poursuivre, mais également l'aspiration accrue du CO2 dans l'atmosphère, suivie de son enfouissement sous terre. Ainsi, nous transitionnerons d'une logique d'extraction à une logique de régénération. Face à ces défis colossaux, nous, en tant qu'êtres humains, sommes incroyablement inventifs. Les solutions existent déjà, et une action collective peut réparer les dégâts causés à notre précieuse planète. Nous devons vivre en harmonie avec elle, car nous n'avons pas de planète de secours. C'est notre devoir, notre responsabilité et notre opportunité de forger un avenir durable et respectueux de notre environnement. Pendant notre survol et l'examen attentif des cartes, je souhaite partager des détails essentiels expliquant la configuration distincte des terres du nord-est du Canada ainsi que l'influence prédominante de la glace qui les recouvre. Voici les éléments clés à retenir. La géographie particulière du nord-est du Canada trouve son origine dans une combinaison complexe de facteurs géologiques et climatiques. La tectonique des plaques, un moteur puissant des changements terrestres, a provoqué la fragmentation et le déplacement des continents à travers les éons.
y a environ 200 millions d'années, la séparation de l'Amérique du Nord et de l'Europe a donné naissance à l'océan Atlantique et à la dorsale médio-atlantique, une formation montagneuse sous-marine qui traverse l'océan du Nord au sud. L'érosion, une force créatrice incontestable, a sculpté le relief des terres à travers l'action implacable de l'eau, du vent, de la glace et de la gravité. Les glaciers, protagonistes des périodes glaciaires passées, ont laissé leur marque en creusant des vallées profondes et en élargissant des fissures dans les roches, donnant naissance à des fjords majestueux et des baies étroites bordées de falaises imposantes. L'isostasie, un équilibre délicat entre la masse des continents et celle du manteau terrestre, a également joué un rôle crucial. Le retrait des glaciers du nord-est du Canada a libéré le poids qu'ils exerçaient sur la croûte terrestre, entraînant un phénomène connu sous le nom de rebond post-glaciaire. Ce processus a modifié le niveau relatif de la mer et des terres, créant des passages entre les mers et remodelant le paysage. Quant à la glace qui recouvre ces terres, elle se divise en deux types majeurs. La glace de mer, constituée d'eau de mer gelée flottant à la surface des océans, joue un rôle dynamique dans le climat, la biodiversité et les activités humaines régionales. Sa formation et sa fonte rythmée par les saisons atteignent leur apogée en mars et leur minimum en septembre. D'autre part, la glace continentale, sous la forme de glaciers, de calottes glaciaires ou de calottes polaires, et de l'eau douce gelée reposant sur les terres. Elle représente une part substantielle des réserves d'eau douce de la planète, se formant au fil des années par l'accumulation et la compression de la neige, et se fondant lorsque la température augmente ou lorsqu'elle s'écoule vers la mer. En ce qui concerne la géologie du nord-est du Canada, cette région est une terre ancienne et diversifiée faisant partie du bouclier canadien, la partie centrale du continent nord-américain. Le bouclier canadien est constitué de roches précambriennes, les plus vieilles de la planète, datant de plus de 541 millions d'années. Le nord-est du Canada est segmenté en plusieurs provinces géologiques, dont la province du Supérieur, la province de Churchill, la province de Nain et la province du Labrador. Vous avez remarqué que tout en vous expliquant ces derniers points, nous nous sommes posés à la Shepherd Bay Radar Station pour un ravitaillement en carburant de notre Dash 7. La Shepherd Bay Radar Station faisait partie du North Warning System, NWS, un système de radar à longue portée et à courte portée assurant la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Le NWS a remplacé le Distant Early Warning Line, DEW Line, un système de radar plus ancien et moins performant, dans les années 1980. La Shepherd Bay Radar Station est située sur la côte nord de la péninsule de Melville, au Nunavut. C'est un endroit isolé et peu peuplé, offrant une vue imprenable sur la baie d'Hudson et la toundra arctique. La station est composée de plusieurs bâtiments, dont une tour de radar, un dôme de protection, un terminal satellite, une station météorologique et une piste d'atterrissage. Après cette brève pause, nous avons repris notre périple en direction de Churchill, SIC, distant de 1130 km. Il est midi moins le quart, le soleil reste en retrait, refusant de se lever, dans ce mystère parfait. La lueur s'intensifie, grandit dans le ciel, un balai de nuances, un doux éveil. Les aurores boréales, danse féerique, s'estompent peu à peu, laissant place à la lumière. Une petite lueur, timide éclat d'or, signe d'une aube unique, différente encore. Le soleil se fait attendre, prolonge son sommeil, les aubes tardent, dans ce coin du Grand Nord en éveil. Fin des nuits éternelles, un changement s'installe, l'aurore annonciatrice d'une aube qui étincelle. C'est la magie du cercle polaire, de l'extrême arctique, où le jour et la nuit, dans une danse unique, se mêlent en harmonie, offrant une symphonie, un réveil attendu, une promesse infinie. La civilisation des grandes villes, un horizon proche, à l'issue de ces nuits, vers l'aube qui se broche. Dans l'attente de la lumière, dans ce coin de terre, un nouveau chapitre s'ouvre, l'aube de l'Arctique, sincère. Cathay 829er, descend and maintain flight level 350.
Après un magnifique vol à 18 000 pieds, entouré du soleil et des nuages, survolant l'aéroport de Rankin-Inlet, nous entamons notre descente à 2000 pieds au-dessus de la mer pour notre approche de la piste 33 à Fort Churchill. Le soleil se prépare déjà à se coucher à l'horizon, les journées courtes mais chaudes nous enveloppent de bonnes ondes et de bonne humeur. Fort Churchill, perché dans le nord du Manitoba, au Canada, sur la rive ouest de la baie d'Hudson, est célébré comme la capitale mondiale de l'ours polaire. Cette renommée découle de la migration automnale des ours polaires depuis l'intérieur des terres vers le rivage, créant ainsi une industrie touristique prospère. L'histoire de Fort Churchill remonte à 1688, avec une tentative initiale d'établissement à l'embouchure de la rivière Churchill. Ce n'est qu'en 1717 que la compagnie de la baie d'Hudson, HBC, érigea un poste de traite des fourrures, baptisé Fort Churchill, à environ 8 km de l'embouchure de la rivière. Suite à un incendie, le fort fut reconstruit et rebaptisé Fort Prince of Wales en 1719. Au fil des années, Fort Churchill devint le pivot du champ de tir de fusée de Churchill, créé en 1957. Il joua également un rôle logistique essentiel pour l'Arctique central et hébergea même une école d'internat pour les étudiants inuits adolescents à un moment donné. Cette nuit-là, après avoir posé notre DHC, c'était avant de nous retirer dans nos quartiers, l'équipe a été invitée par des résidents locaux à une veillée traditionnelle autour d'un feu de camp. Les habitants de Fort Churchill, experts dans l'observation de la faune arctique, nous ont partagé des récits fascinants sur les ours polaires, les aurores boréales et les migrations saisonnières. Plus tard dans la nuit, alors que la lueur des aurores boréales dansait dans le ciel, un guide local nous a emmenés pour une promenade nocturne à travers la toundra arctique, éclairée par la douce lumière de la lune. Nous avons eu la chance d'apercevoir des bélugas nageant près de la côte, ajoutant une touche magique à notre séjour. Le lendemain, de retour sur le tarmac, l'équipe affichait des sourires radieux, prête à entamer une nouvelle journée empreinte d'aventure et l'étape suivante jusqu'à Manic 5, CMN 5, à 1950 km, nous rapprochant encore un peu plus des rayons du soleil. Generic 711 climb and maintain flight level 370. Generic 711 climb and maintain flight level 370. Il est 9 h du matin, le soleil se lève timidement. Nous décollons et survolons le parc national Wapusk, situé dans la province du Manitoba. Il couvre une grande partie des basses terres de la baie d'Hudson, une vaste plaine qui repose en permanence sur le pergélisol et est recouverte de la plus grande tourbière d'Amérique du Nord. Avec une superficie de 11 475 km², le parc se trouve à la limite de la forêt boréale et de la toundra arctique. Il protège l'une des plus vastes aires de mise bas des ours polaires au monde. Les visites du parc national Wapusk se font principalement par l'entremise d'entreprises de voyagistes autorisées à Churchill. Le parc national Wapusk est situé sur les terres traditionnelles des peuples Cris, Dene, Inuits et Métis de la rivière Rouge. Il se trouve dans le territoire du Tréténo. en février et en mars, il y a des possibilités d'observation de l'ours polaire dans le parc national Wapusk. Établi en 1996 à la suite d'une entente fédérale provinciale, le parc national Wapusk est aujourd'hui un élément important du réseau des parcs nationaux du Canada.
présent au-dessus de la baie d'Hudson jusqu'à Sanikiluaq. Sanikiluaq est une municipalité et une communauté inuite située dans la région de Qikiqtaluk au Nunavut. Elle se trouve sur la côte nord de l'île Flaherty, dans la baie d'Hudson, sur les îles Belcher. Bien qu'elle soit géographiquement plus proche des côtes de l'Ontario et du Québec, elle fait partie du Nunavut. La communauté a été développée au début des années 1970 pour remplacer le South Camp, situé plus au sud dans l'archipel. Au nord de la ville se trouve le parc territorial de Kingaluk, un espace de 1300 hectares conçu pour le camping, l'expression culturelle et la chasse saisonnière. Le parc contient des vestiges archéologiques déposés par les cultures d'Orsay-Étulé. Selon le recensement canadien de 2021 réalisé par Statistique Canada, Sanikiluaq comptait une population de 1010 habitants répartis dans 228 des 252 logements privés au total. Cela représente une augmentation de 14,5% par rapport à la population de 2016, qui était de 882 habitants. Avec une superficie de 109,68 km², la densité de population de Sanikiluaq en 2021 était de 9,2 habitants par km². Pendant 20 ans, Sanikiluaq a abrité une usine de duvet d'air, fermée en 2005 en raison de l'épuisement des fonds gouvernementaux et de la rapide diminution de la population de canards et d'air. L'usine a rouvert en juin 2015. La communauté est desservie par l'aéroport de Sanikiluaq, avec des services assurés par Air Inuit, Calmer et Panorama Aviation. 2 écoles sont présentes dans la communauté, l'école Nuyak, enseignant les grades KO6 avec 125 élèves inscrits, et l'école Patsaali, qui compte 177 élèves et enseigne les grades juillet 2012. L'île Flaherty, où se situe Sanikiluaq, est la plus grande des îles Belcher dans la baie d'Hudson, nommée en l'honneur de l'évêque irlandais Thomas Flaherty. Connu pour sa faune abondante, ses paysages spectaculaires comprennent des falaises escarpées, des plages de galets et une toundra luxuriante. Les îles Belcher, également connues sous le nom de Qiqirte en Inuktitut, forment un archipel dans la baie d'Hudson, administrativement rattaché à la région de Qikiqtaluk du territoire du Nunavut. Avec une superficie totale de 2896 km², les îles Belcher dépassent la taille du Luxembourg. L'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik, entré en vigueur le 10 juillet 2007, couvre l'utilisation et la propriété des terres et des ressources du Nunavut dans la baie James, la baie d'Hudson, le détroit d'Hudson et la baie d'Ungava, ainsi que dans une partie du nord du Labrador et une zone au large du Labrador. Les Inuits du Nunavik détiennent 80% de la superficie totale des îles de la région marine du Nunavik, soit environ 5300 km², ainsi que les droits fonciers et très fonciers sur ce territoire. Nous quittons l'île pour rejoindre la Grande Terre par Tupialuvinik, notre prochaine escale étant la Grande Rivière #sigle piste 13 après 3h20 de vol. La Grande Rivière, située dans la région administrative du nord du Québec, au Québec, Canada, débouche sur le littoral et de la baie James. Son nom français provient de la traduction partielle de Big River Post, lequel a remplacé en 1807 la désignation originale de Great River Post établie en 1803 par la Compagnie de la baie d'Hudson. Avec une longueur de 893 km, la Grande Rivière prend sa source au lac Nishikin sur le plateau laurentien du Bouclier canadien, entre les réservoirs Kaniapisco et Manicouagan. Le cours d'eau s'écoule en direction de la baie James à l'ouest, et son cours moyen longe le parallèle 53°40' de latitude nord. Le bassin versant naturel de la Grande Rivière couvre 97 640 km², avec un débit naturel d'environ 1700 m3 par seconde. La centrale La Grande 1, une réalisation de la Société d'énergie de la baie James pour le compte d'Hydro-Québec, est une centrale hydroélectrique érigée sur la Grande Rivière, à 37 km de Shizazibi. Mise en service en 1994 à 1995, elle affiche une puissance installée de 1436 MW. Le réservoir La Grande 4 est un lac artificiel créé par le barrage éponyme sur la Grande Rivière, situé dans la municipalité de Oigreko-East chez baie James, dans la région administrative du nord du Québec. À l'approche de l'aéroport de la Grande Rivière, Aïssa contacte la tour et obtient l'autorisation d'atterrir piste 13. La neige tombe doucement, et un vent dans le dos, soufflant à 18 nœuds, accompagne notre descente.
La visibilité réduite et les conditions météorologiques délicates ajoutent une dimension de défi à notre atterrissage. Finalement, le contact avec la piste s'établit, mais le vent et la neige rendent l'atterrissage un peu plus abrupt que prévu, nous surprenant légèrement. Rejoignons notre aire de stationnement, impatients de débarquer et de s'étirer les jambes. Affamés après cette étape mouvementée, nous nous dirigeons rapidement vers le restaurant de l'aérogare pour apaiser notre appétit et partager nos impressions sur cet atterrissage quelque peu inhabituel. Après une pause déjeuner et un plein de carburant à 14 h, nous nous apprêtons à repartir pour 2h20 de vol et 824 km jusqu'à Manic 5, CMN5 et son mystérieux cratère. Alors que nous survolons la région en direction Plainhay, nous contemplons la vaste étendue du Grande Rivière Réservoir, également connu sous le nom de réservoir de Cagnapisco. Étendu à perte de vue, ce gigantesque réservoir d'eau douce, le plus grand du Québec, scintille sous les rayons du soleil. Ses eaux paisibles s'étendent jusqu'à l'horizon, créant un paysage d'une beauté saisissante. En poursuivant notre vol, nous passons au-dessus de Sakami, une petite ville située dans le nord du Québec. Fondée pour le projet de centrale hydroélectrique La Grande 3, Sakami semble tranquille depuis notre altitude, avec ses routes non pavées serpentant à travers les vastes étendues de nature sauvage. La Grande 4 se profile ensuite sous nos ailes, une impressionnante centrale hydroélectrique nichée le long de la Grande Rivière. Cette centrale, faisant partie intégrante du projet de la baie James d'Hydro-Québec, nous rappelle la puissance et l'ingénierie impressionnante déployées pour exploiter les ressources naturelles de la région. Alors que nous entamons un virage à droite au-dessus de Pourvoirie Mirage Aérodrome, nous admirons la beauté des paysages environnants. L'aérodrome, niché près de la route Trans-Taïga, semble être une oasis de tranquillité au milieu de la nature sauvage québécoise. Continuons notre trajectoire, nous survolons Nitchecon, une ancienne ville minière du Québec. Malgré son passé industriel, la nature semble reprendre ses droits sur la région, avec ses vastes étendues boisées s'étendant à perte de vue.
l'ancienne ville de Gagnon, une autre ancienne ville minière de la côte nord. Les vestiges de son passé minier se fondent harmonieusement dans le paysage, témoignant de l'histoire industrielle de la région. Finalement, le soleil se couche pendant notre vol. Il est 16h20 et l'obscurité commence à s'installer. Aïssa tente de contacter la tour de contrôle, mais il n'y a aucune réponse. Pire encore, la piste n'est pas éclairée. Nous imaginons immédiatement un scénario catastrophe, une panne d'électricité à Manic 5, malgré la présence de la centrale hydroélectrique. Notre solution de dernière minute est de faire appel à l'assistance de l'IA embarquée pour l'atterrissage. Chose faite, nous nous posons au petit bonheur la chance, la piste n'étant visible qu'une fois que nous sommes dessus. Nous sommes sains et saufs. Aucune communication n'est établie avec la tour, mais du personnel nous fait signe avec des torchets. Nous comprenons qu'il y a un problème électrique et l'angoisse est à son comble. Quant à la nuit à venir, nous avons prévu de dormir au motel de l'énergie, le seul établissement près de Manic 5. Malgré l'absence d'électricité, le motel offre un service d'hébergement confortable, un restaurant pour nous restaurer et une station-service pour faire le plein. Nous passerons la nuit à la lueur des bougies, partageant des histoires autour du feu. Malgré les défis, l'aventure continue. Le lendemain matin, nous nous réveillons pour découvrir que l'électricité est revenue. Intrigués, nous décidons d'enquêter sur la cause de la panne. Nous apprenons qu'une famille de castors a construit un barrage sur un cours d'eau essentiel à la centrale hydroélectrique de Manic 5, perturbant ainsi l'alimentation en eau et provoquant une panne d'électricité temporaire. Les équipes locales ont travaillé toute la nuit pour déplacer soigneusement le barrage sans perturber la famille de castors, permettant ainsi à la centrale de reprendre ses opérations normales. Quant à l'absence de groupe de secours à l'aéroport, nous découvrons qu'un ours avait curieusement décidé de faire sa sieste sur le groupe de secours, empêchant son fonctionnement. Une fois l'ours parti, le groupe de secours a pu être remis en marche. Nous passons notre petit déjeuner à discuter de notre arrivée ici en riant de l'ours endormi et admirant la détermination de la famille de castors. Nous sommes impatients de voir ce que la journée nous réserve. À 8h du matin, Aïssa et moi sommes prêts pour notre vol d'aventure. Nous pilotons un Cessna T207A, un avion robuste et fiable, parfait pour notre mission. Le moteur de l'avion ronronne alors que nous décollons du tarmac de Manic 5, le soleil levant illuminant le paysage devant nous. Le vol ne dure qu'une heure, mais c'est une heure de pur émerveillement. Nous survolons le cratère Manicouagan, surnommé l'œil du Québec. Sa forme parfaitement concentrique est un spectacle à couper le souffle, un rappel impressionnant de la puissance de la nature. Le lac Manicouagan, qui remplit le cratère, scintille sous le soleil du matin, ses eaux calmes reflétant le ciel bleu.
Le réservoir Manicouagan, aussi appelé lac Manicouagan, qui est situé dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, Canada. C'est un lac de cratère et un lac de barrage. Le lac couvre une superficie de 1942 km². L'altitude du lac varie entre 342 à 359 m. La profondeur maximale du lac est de 350 mètres et la profondeur moyenne est de 73 m. Le lac est alimenté par la rivière Mouchelagan, la rivière Seignelay et la rivière Artjaune. L'émissaire du lac est la rivière Manicouagan. L'île principale du lac est l'île René-Levasseur. Le réservoir Manicouagan est un cratère météoritique qui a été inondé par l'édification du barrage Daniel Johnson sur la rivière Manicouagan. Il est un des plus gros réservoirs du monde en volume et en profondeur. Il alimente les centrales hydroélectriques de Manic 5 et Manic 5PA. Le cratère aurait été formé suite à l'impact d'une météorite d'environ 5 km de diamètre. Le diamètre du cratère transitoire est évalué à 85 km, mais du fait de l'érosion et du dépôt de sédiments, sa taille apparente aujourd'hui est réduite à 72 km. Parmi les cratères d'impact reconnus scientifiquement, il s'agit actuellement du 5e plus grand répertorié sur Terre. L'âge estimé de l'impact est de 214 plus ou moins 5 millions d'années, donc durant le Trias. Cette date n'étant antérieure à l'extinction du Trias jurassique que de 12 millions d'années, les scientifiques s'interrogent encore sur le rôle de l'impact sur la crise Trias-jurassique. Une fois de retour vers la piste, nous décidons de faire un tour du barrage. Le barrage Daniel Johnson, aussi connu sous le nom de Manic 5, est un barrage à voûte multiple et à contrefort sur la rivière Manicouagan qui crée le réservoir Manicouagan. Le barrage est composé de 14 contreforts et 13 voûtes et se trouve à 214 km au nord de Baie-Comeau au Québec, Canada. Haut de 214 mètres, d'une longueur en crête de 1314 mètres, doté de 13 voûtes et de 14 contreforts, le barrage est le plus grand barrage à voûte multiple et à contrefort du monde. Inauguré en 1968 et mis en service en 1970 dans le cadre du projet Manicoutarde, il a une hauteur de chute de 150 mètres et la puissance totale installée des deux centrales est de 2660 MW. Sa présence est un rappel constant de la puissance de l'homme à façonner l'environnement. Nous survolons notre motel, un petit bâtiment niché au milieu de la forêt. De là-haut, il semble presque minuscule, une tache de civilisation au milieu de la nature sauvage. Enfin, nous nous alignons sur la piste, un ruban de béton qui s'étend devant nous. Cela nous rappelle notre arrivée la veille, lorsque nous avons atterri dans l'obscurité totale. Cette fois, cependant, la piste est clairement visible sous le soleil du matin. Nous nous posons en douceur, le moteur de l'avion ralentissant alors que nous roulons vers notre point de stationnement. Nous sommes sereins et ravis de notre balade, impatients de partager nos expériences et nos découvertes. Le lendemain, nous avons passé toute la matinée à explorer la nature en jeep, entre le motel et l'aéroport. Notre voyage nous a menés à les Sept Lacs, un lieu d'une beauté à couper le souffle. La région des Sept Lacs est également un lieu d'intérêt pour les chercheurs et les scientifiques en raison de sa riche biodiversité et de ses caractéristiques géologiques uniques. Il forme une zone unique pour la région avec différents états de l'eau particulièrement intéressantes pour l'avifaune. Vers 12h30, nous avons embarqué avec tous nos passagers pour notre étape finale. Le temps de vol estimé était de 2 heures pour une distance de 841 km. Nous avons prévu une escale de 40 minutes à Alma, site, pour y déposer des scientifiques qui devaient mener des recherches sur le lac Saint-Jean. Nous prenons notre envol vers le sud, survolant une fois de plus le magnifique paysage des Sept Lacs, avant de monter progressivement à une altitude de 15 000 pieds. En partant du barrage Manic 5, également connu sous le nom de barrage Daniel Johnson, nous suivons le cours de la rivière Manicouagan. Cette rivière est jalonnée de plusieurs barrages, dont Manic 3 et Manic 2. Ces barrages font partie du complexe hydroélectrique Manicouagan-Tarde, qui comprend plusieurs centrales le long de la rivière. Chaque barrage est équipé de sa propre centrale hydroélectrique qui produit de l'électricité en utilisant l'énergie de l'eau qui coule à travers le barrage.
Cette région est caractérisée par une série de lacs et de réservoirs créés par ces barrages. Ces plans d'eau artificiels ont transformé le paysage, créant un réseau complexe de lacs, de rivières et de réservoirs qui s'étend sur des kilomètres. Ces plans d'eau offrent une beauté naturelle impressionnante et sont un habitat important pour de nombreuses espèces aquatiques. Finalement, la rivière Manicouagan se jette dans le fleuve Saint-Laurent à Baie-Comeau. Baie-Comeau est une ville dynamique située sur la côte nord du Québec, à environ 214 km au nord de la ville de Québec. Elle est un centre économique et culturel important de la région, offrant une variété d'activités récréatives et culturelles, y compris des musées, des galeries d'art, des théâtres et des festivals. Les rives du fleuve Saint-Laurent se dessinaient devant nous, offrant un spectacle à couper le souffle. Le fleuve Saint-Laurent est un cours d'eau important en Amérique du Nord qui relie les Grands Lacs à l'océan Atlantique. Il est le seul émissaire du bassin des Grands Lacs. Sur la première partie de son parcours, il marque la frontière entre le Canada et les États-Unis, plus précisément entre la province canadienne de l'Ontario et l'État américain de New York, avant de traverser le Québec pour se jeter dans le golfe du Saint-Laurent, dans l'ouest de l'océan Atlantique. Le fleuve Saint-Laurent a une longueur de 1197 km, son estuaire est le plus grand sur Terre, avec une largeur de 48 km et une longueur de 370 km. Il a une superficie de 1,6 million de km², ce qui le classe au troisième rang en importance en Amérique du Nord, après ceux du Mississippi et du Mackenzie. Le fleuve Saint-Laurent a joué un rôle primordial dans les débuts de l'histoire du Canada. Il demeure le principal foyer de peuplement de la province de Québec. Il est toujours la plus importante voie navigable commerciale du Canada ainsi qu'une source d'énergie électrique et de beauté naturelle. Sur le plan géologique, le Saint-Laurent est un fleuve jeune. Son lit correspond à une brèche profonde dans l'écorce terrestre mise à découvert il y a quelques 10 000 ans lorsque les glaciers se sont retirés. Le Saint-Laurent constitue une bonne partie du tracé sud-ouest du bouclier canadien, qui empiète sur le fleuve, à Québec. Nous avons ensuite fait un virage à droite à l'aéroport de Baie-Comeau, un aéroport situé à 9 km au sud-sud-ouest de Baie-Comeau, au bord du fleuve Saint-Laurent. Nous avons rencontré du mauvais temps à Pointe-aux-Tardes, un village créé en 1964, dont la population a la chance d'observer presque 200 espèces d'oiseaux dans le parc nature Pointe-aux-Tardes. Ensuite, nous avons fait un virage à droite à l'aéroport Forestville NDB 239, un aéroport canadien situé à Forestville au Québec. Ensuite 240 km vers l'ouest en traversant la région des Laurentides pour rejoindre le lac Saint-Jean. La région des Laurentides est une région administrative du Québec, au Canada. Elle se trouve sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, près de Montréal. Son numéro de région est le 15. Elle est composée de 7 municipalités régionales de comté, MRC, et de 76 municipalités. Les Laurentides désignent aussi une importante chaîne de montagnes qui s'étend de l'Outaouais jusqu'au Labrador et donne une grande part de sa physionomie à la région. Ainsi, la région tire son nom de cette chaîne de montagnes qui la vallonne sur un axe sud-ouest-nord-est. La région est située au nord-ouest de la région métropolitaine de Montréal. Elle s'étend sur 22 518 km² de superficie, dont 20 546 km² qui sont terrestres. Tirant son nom de la chaîne de montagnes des Laurentides, les collines boisées couvrent la plus grande partie de son territoire, alors que l'extrême sud correspond à une plaine agricole en processus d'urbanisation. La région des Laurentides est une destination de villégiature 4 saisons au Québec. Elle est riche de ses 1000 visages et sait se dévoiler petit à petit et faire craquer même les plus urbains avec ses lacs calmes et ses forêts immenses. Les Laurentides, c'est 22 000 km² de pur bonheur au nord de Montréal. La diversité des écosystèmes ouvre des horizons multiples permettant une expérience sur mesure selon les préférences de chacun. Puis, avec une température de moins 19 degrés Celsius à 13h50, nous avons commencé notre virage d'approche entre Sainte-Monique et la Chaufferie, près du lac Saint-Jean.
En approche finale, nous avons été mis en attente dans le couloir, jusqu'à ce que la piste se libère. L'attente a été brève, un simple demi-tour a suffi. Enfin, nous atterrissons sur la piste 13 de l'aéroport d'Alma, un aéroport situé à 2,2 milles marins, 4,0744 km, au sud de la ville d'Alma, au Québec. Alma est une ville située dans la province du Québec, au Canada, et est le chef-lieu de la municipalité régionale de comté, MRC, de Lac-Saint-Jean-Est. Elle est la deuxième ville en importance de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, après Saguenay. La ville d'Alma a été formée en 2001 à la suite de la fusion entre la ville d'Alma et la municipalité de Delisle. Elle est située à l'embouchure de la rivière Saguenay, près du lac Saint-Jean, à 230 km au nord de Québec. Alma est connue pour son dynamisme économique et culturel. Elle abrite plusieurs institutions d'enseignement, des industries et des commerces diversifiés. De plus, Alma offre une qualité de vie exceptionnelle avec ses nombreux parcs, ses installations sportives et culturelles, ainsi que ses activités de loisirs. Le nom Alma fait référence à la bataille de l'Alma, lors de la guerre de Crimée. L'Alma est un fleuve de cette région qui est maintenant situé en Ukraine et dont le nom signifie pomme dans les langues turco-tatares. En somme, Alma est une ville importante du Québec en raison de son emplacement stratégique, de son histoire, de son dynamisme économique et de sa qualité de vie. Le lac Saint-Jean, situé au Québec, est un site d'intérêt pour de nombreuses recherches scientifiques. Par exemple, la chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées de l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, a récemment lancé un nouveau cycle d'études sur le doré jaune du lac Saint-Jean. Ces recherches visent à mieux comprendre l'abondance, la taille, la croissance et l'alimentation de cette espèce dans le lac. D'autres études ont examiné les effets des variations du niveau du lac sur la reproduction des poissons dans les habitats en milieux humides riverains. Ces recherches ont mis en évidence les conséquences des bas niveaux au printemps sur l'accessibilité des milieux humides. En outre, des chercheurs en génétique du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont découvert 12 nouvelles maladies récessives fréquentes dans la région. Ces découvertes ont été publiées dans le American Journal of Medical Genetics. Enfin, des recherches ont également été menées sur l'impact d'une météorite sur le lac Saint-Jean. Des instruments précis ont été utilisés pour mesurer l'intervalle de temps entre l'explosion et la réception à la surface des ondes séismiques réfléchies par certaines formations rocheuses. À 14h30, nous reprenons notre vol en direction de Québec. Nous prenons la direction de l'est et survolons rapidement Saguenay, une ville située dans une vallée aux abords de la rivière Saguenay, et l'aéroport Bagotville, qui offre des services à destination et en provenance de plusieurs villes. De là, nous montons à 12 000 pieds et retraversons la région montagneuse des Laurentides, une chaîne de montagnes qui s'étend de 500 à 900 mètres d'altitude, sur une distance de 100 km pour arriver au bord du Saint-Laurent. C'est à l'aéroport de Charlevoix, un aéroport situé à Saint-Irénée au Québec, que nous remontons le fleuve sur une distance de 150 km en ligne droite jusqu'à Québec. Nous survolons Baie-Saint-Paul, une ville située dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix, dans la région administrative de la capitale nationale, au Québec, au Canada. Elle est localisée à l'embouchure de la rivière du Gouffre dans le fleuve Saint-Laurent et compte plus de 7000 habitants. La ville est connue pour ses galeries d'art, ses boutiques et ses restaurants. Fondée il y a plus de 350 ans, Baie-Saint-Paul est nichée dans une vallée située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Elle est également célèbre comme lieu de naissance du Cirque du Soleil. Ses rues étroites sont bordées de charmantes boutiques et de galeries d'art. Nous survolons sur notre gauche l'île d'Orléans, une île du fleuve Saint-Laurent située à environ 5 km en aval du centre-ville de la ville de Québec. Elle a une superficie de 190,4 km², 33,3 km de long sur 8 km de large, et est la plus grande île du fleuve, après l'île de Montréal. L'île compte près de 7000 résidents permanents et regroupe 6 municipalités ayant chacune ses particularités mais un charme commun. Elle est reconnue pour la richesse de son patrimoine,
ses produits maraîchers et des produits du terroir. L'île héberge plusieurs entreprises surtout touristiques, agricoles, 95% du territoire est en zone agricole et culturelle, et aussi des commerces de produits et de services. Avec une telle vocation agricole, l'offre agrotouristique, vignobles, cidreries, vergers, viande directement du producteur, boutiques maraîchères et de restauration, restaurants, cafés, resto-pub, microbrasseries, cabanes à sucre, repas à la ferme est développée. L'île compte aussi des commerces alimentaires spécialisés, boulangerie, fromagerie, chocolaterie, confiturerie. L'île est aussi pourvue d'une vingtaine de lieux culturels et artistiques. Elle compte aussi divers commerces de produits et services, antiquités, tours d'observation, haltes routières. Elle compte aussi 80 hébergements classifiés, auberges, motels, gîtes touristiques, villas, chalets, terrains de camping. Puis, nous survolons le centre-ville de Québec. La ville de Québec, située au cœur de la province du même nom au Canada, est un lieu d'une grande importance historique et culturelle. En tant que capitale nationale du Québec, elle abrite de nombreuses institutions, dont le Parlement du Québec. Avec une population de plus de 549 000 habitants en 2021, elle est un centre urbain majeur. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec est l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Son nom provient du mot algonquin Québec, qui signifie là où le fleuve se rétrécit, une référence au rétrécissement du fleuve Saint-Laurent à cet endroit. La ville est célèbre pour ses remparts, qui en font la seule ville fortifiée au nord du Mexique. Le Vieux-Québec, avec ses rues pavées et ses bâtiments historiques, a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1985. La ville est également connue pour sa riche vie culturelle francophone. Le site de la ville est dominé par le Cap Diamant, un promontoire de plus de 98 mètres de haut. Ce site stratégique a permis de fortifier la ville, lui valant le surnom de Gibraltar d'Amérique du Nord. L'attribution des noms de saints aux lieux du Québec est un phénomène qui s'explique par plusieurs facteurs historiques et culturels. Premièrement, l'histoire municipale du Québec a joué un rôle majeur. Au XIXe siècle, une loi stipulait que toutes les paroisses devaient être transformées en municipalités. Par conséquent, de nombreux lieux ont hérité du nom de leur paroisse, qui était souvent dédié à un saint. Deuxièmement, le choix des saints est lié à la disponibilité des reliques. Avant les premières canonisations au Québec vers 1930, il n'y avait pas de saints locaux. Les paroisses ont donc fait venir des reliques d'Europe. Les reliques des saints les plus connus étant difficiles à obtenir, le Québec a plutôt choisi celles des premiers chrétiens martyrs, plus faciles à acquérir car trouvées dans les catacombes. Troisièmement, certains noms de saints cachent en réalité un hommage à une autre figure. Il peut s'agir d'un hommage au curé fondateur de la paroisse, ou encore au seigneur de l'époque. Ensuite, nous entamons notre approche finale au niveau de Saint-Apollinaire, traversons le fleuve et entrons dans le couloir d'approche de la piste 06 de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, un aéroport international situé tout près de Québec. Cette approche nous offre une vue panoramique sur la ville de Québec, avec ses bâtiments historiques et son paysage urbain dynamique. C'est un spectacle à couper le souffle qui conclut notre voyage à travers les magnifiques paysages du Québec. Après 3 jours d'un voyage épique à travers les étendues sauvages et glacées du Grand Nord, notre expédition tire à sa fin. Avec une distance parcourue de 6000 km, nous avons survolé des paysages à couper le souffle, affronté des conditions météorologiques impitoyables et découvert des merveilles cachées dans les coins les plus reculés de la planète. Notre retour à la lumière depuis Alerte, le lieu le plus septentrional habité au monde, a marqué la fin d'une aventure inoubliable. Fatigués par le froid rude et les longues heures passées dans les airs, nous sommes également empreints d'une profonde satisfaction d'avoir relevé ce défi avec succès. À travers les vastes étendues gelées, nous avons été témoins de la beauté brute et de la grandeur de la nature. Nous avons survolé des glaciers étincelants, des montagnes escarpées et des fjords majestueux, nous imprégnant de la magnificence de notre planète. Mais au-delà des paysages spectaculaires, c'est l'esprit d'aventure et de camaraderie qui a marqué notre expédition. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles, partagé des moments de joie et d'émerveillement, et créé des souvenirs qui resteront gravés dans nos esprits pour toujours. Alors que nous mettons fin à notre périple et que nous retournons à la civilisation, nous emportons avec nous le souvenir indélébile de cette expérience extraordinaire. Nous sommes fatigués, certes, mais aussi revigorés par l'esprit de découverte et la passion qui ont animé chaque instant de notre voyage. Et tandis que nous contemplons le ciel étoilé depuis notre point d'arrivée, nous
savons que cette aventure restera à jamais inscrite dans nos cœurs, un rappel constant de la beauté et de la grandeur du monde qui nous entoure. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage virtuel du retour vers la lumière et que vous nous retrouverez prochainement. N'hésitez pas à liker mes vidéos. À bientôt dans nos prochaines aventures, bien à vous, l'équipage du vol 72.